Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu très chargée au PSG ces derniers temps. On n'avait pas fait de vidéo depuis lundi soir et je l'ai bien regretté quand je me suis posé pour préparer les brouillons de celle-là puisque j'ai été submergé par toutes les infos sorties depuis. On a un nombre hallucinant de défenseurs centraux associés au club ces dernières heures, sans parler du poste de latéral droit, le dossier Mukiele, le milieu de terrain, même si les pistes se refroidissent assez logiquement dans ce secteur. Et il y a aussi les déclats de Nasser, qui a parlé pour RMC, l'équipe et le Parisien. Pour tout vous dire, ça m'intéresse plus, je ne l'écoute plus. Quand il parle, à chaque fois, c'est des éléments de communication assez grossiers. Par contre, pour cette fois, il y a un dossier important qui est le stade, avec le Parc des Princes, la mairie de Paris et les différents projets. Donc, on y reviendra dans une vidéo ultérieure, puisque pour aujourd'hui, j'ai décidé de sélectionner ce qui semble être la priorité mercato du PSG à l'instant T, à savoir la défense centrale, avec, comme je l'ai dit, plein de joueurs associés, des pistes plus ou moins concrètes et visiblement, c'est là où Luis Campos veut vraiment avancer concrètement depuis la blessure de Milan Skriniar. Nasser l'a d'ailleurs dit, si on avait une déclaration à retenir de ce qu'il a dit, c'est que le PSG, depuis la blessure de Skriniar, va plus se concentrer sur la défense que le milieu de terrain. Alors installez-vous, c'est parti pour cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec le dossier le plus concret de tous qui concerne un départ, celui de Nordi Mukiele vers le Bayern. On a répondu à toutes les questions que cela soulève dans la dernière vidéo. Depuis, on a eu quelques compléments d'informations, notamment par Saber Defarge, source assez sûre, qui nous annonce une dissension entre le Bayern et le PSG qui était très prévisible. Les Allemands veulent un prêt de 6 mois avec une option d'achat, quand le PSG veut une obligation d'achat en cas de prêt et dans l'idéal un transfert sec pour faire des liquidités et financer notre mercato hivernal. Bien sûr, il ne faut pas lâcher au Bayern, c'est Thomas Tuchel qui veut Nordi Mukiele. Or, on sait qu'il est un peu sur la sellette, l'entraîneur allemand. Peut-être que dans 6 mois, au terme du prêt que le Bayern veut actuellement, il sera plus là, Thomas Tuchel, et qu'il sera peut-être remplacé par un Xabi Alonso qui, lui, ne voudra pas de Nordi Mukiele. En plus de signaler le fait que le Bayern a pour habitude de ne pas vraiment lever les options d'achat qu'ils mettent sur les prêts qu'ils obtiennent. Donc évidemment, il faut pas céder. Du côté du joueur, il y a quelques sources, notamment la dernière, c'est Florian Plettenberg, un journaliste spécialiste du Bayern, limite leur porte-parole, qui annonce un accord contractuel entre Mukiele et le Bayern, qui attend donc la concrétisation des discussions entre les deux clubs. De l'autre côté, le Bayern ont signé Eric Dier aujourd'hui pour 4 millions d'euros en tant que central. Ça ne remet pas en cause le dossier Mukiele puisque Tuchel a insisté en conférence de presse. Dier est capable de jouer central gauche, central droit, milieu défensif, mais il n'a pas cité le poste de latéral droit où il veut recruter Nordi Mukiele. Et Fabrizio Romano a dit le Bayern désormais, après le recrutement d'un défenseur central, la priorité, c'est le latéral droit. Donc, peut-être que ce dossier devrait s'accélérer dans les prochains jours. Voilà. En défense centrale, donc, le PSG aurait, selon RMC, un budget de 20 millions d'euros. Alors, j'ai envie de vous dire, à ce prix-là, le PSG a tellement l'habitude de recruter des joueurs moyens qui sont surpayés sur des contrats de 5 ans qui font qu'après, tu peux plus t'en dépêtrer. Je préfère un prêt. Je préfère un prêt. Alors bien sûr, il y a des pistes sexy. Fabrice Hawkins a dit Todibo, Tapsoba du Leverkusen, il y a Maxence Lacroix, Naïef Aguerd selon l'équipe. Bon, tout ça, c'est des noms qui sont assez intéressants. Todibo, bien sûr, c'est une piste qui personnellement me fait bien rêver, mais on va pas se mentir, pour cet hiver, c'est quand même très compliqué et ça coûte assez cher. Ce serait
limite surcoté. Si tu mets, si tu vas dans les 60-70 millions, ça commence à faire beaucoup. Et puis il y a la première ligue dessus. On sait très bien que tout de suite les surenchères sont très importantes quand les Anglais sont sur le dossier. Il y a une autre piste qui est sortie, c'est celle de Danso, hein, le défenseur de Lens, 25 ans, autrichien, mais bon, qui a dit se sentir plus anglais qu'autre chose par moment. Donc il est pisté selon Sky Sport Germany. Vous me direz pourquoi ça sort en Allemagne? Parce que le Bayern s'y intéressait jusqu'à connaître les ambitions de Lens, et du coup le Bayern se sont repositionnés sur Eric Dier, qui a coûté évidemment beaucoup moins cher que les 40 millions d'euros qui seraient demandés par les Lensois. Lens qui avait donc déniché Danso en 2021, ils avaient mis quand même 5,5 millions sur le joueur, ce qui n'est pas rien pour un club à l'échelle de Lens, surtout en 2021 où à l'époque il n'y avait pas de phase de poule de Ligue des Champions et tout ça. Il venait à l'époque de D2 allemande, de Düsseldorf, voilà. Alors il était prêté par Augsbourg, mais tout ça pour dire que Lens ont de très bons scouts en deuxième division allemande, puisqu'au-delà de Danso, je crois qu'ils sont allés récupérer Klose sur ce championnat. Donc pour revenir sur Danso, c'est un vrai joueur athlétique. Qui te ferait beaucoup de bien par son 1,90 m si je dis pas de bêtises, qui en plus, malgré ses attributs physiques assez déments, est rapide dans tous les sens du terme, à savoir sur les premiers appuis, en vitesse de pointe et sur de longues courses. Donc ça, c'est quand même, pour moi, les qualités que je retiens le plus chez lui, en plus des airs, où il est assez impérial, bien sûr. Voilà, 1,90 m, c'est quelque chose que tu recherches dans ce PSG qui manque cruellement de taille. Moi, j'aime bien sa capacité à évoluer dans une équipe qui joue assez haut, qui va presser les adversaires, c'est-à-dire qu'on a là un défenseur capable d'évoluer dans une équipe où, à la perte, il faut couvrir de gros espaces, il faut aller chasser les adversaires et où il faut courir vers son but. Chose que Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos peinent un petit peu à faire. Voilà. Après, Danso a aussi des défauts qui font que je suis assez mitigé sur le dossier, dans le sens où, en fait, il faut l'imaginer que dans le cadre d'un transfert sec. Jamais Lens accepterait un prêt, jamais Lens nous ferait de cadeaux, voilà. On l'a vu sur certains dossiers précédents comme Seko Fofana, et on y reviendra dans cette vidéo. Danso, c'est 40 millions, 30 millions, donc c'est quand même 30 millions si tu réussis à bien négocier. C'est quand même un sacré budget pour un mercato hivernal. En plus, on parle plutôt du mercato d'été. Bon. Il fait aussi parfois des erreurs défensives. Parfois, il joue peut-être trop sur ses qualités athlétiques et quand il faut de la lecture du jeu, jouer un peu plus avec sa tête, c'est un petit peu plus compliqué. La défense dans sa surface, ça, parfois, sur les centres adverses, ils sont pas très bien repoussés de sa part, ça peut être un peu ric-rac et sa qualité de pied à la relance n'est pas extraordinaire, c'est pas quelqu'un de transcendant. Donc là-dessus, ça me fait un peu tiquer. Ensuite, aujourd'hui, tu veux vendre Mukiele, qui était donc venu en 2022 pour jouer dans un 3-5-2 que Luis Enrique voulait mettre en place à l'époque, et qui aujourd'hui, du coup, est à vendre, c'est un grand mot, mais le club considère une vente, parce qu'on est face à un 4-3-3 mis en place par Luis Enrique, complètement différent du système A3 pour lequel Mukiele était signé à l'époque. Or, Danso, aujourd'hui à Lens, il joue dans un système A3. Qu'en serait-il dans le système A4 du PSG de Luis Enrique? Ça aussi, ça m'interroge un petit peu. Ensuite, il y a aussi un fait qu'il faut prendre vraiment en considération, c'est qu'il l'a dit lui-même, je crois, avant le match contre Arsenal en Ligue des Champions, il se sent plus anglais qu'autre chose par moment. C'est-à-dire qu'il a été formé là-bas, il est supporter de Manchester United, sa famille vit encore là-bas pour une grande partie d'entre elles. Il a été prêté à Southampton, il a fait une pige là-bas sur 2019-2020 dans ces eaux-là. Par contre, ça s'est pas très bien passé. Voilà. Il avait même évolué au poste de latéral droit à ce moment-là. Et bien sûr, il a un profil typique, athlétique, capable de chasser sur les grands espaces. Typique vraiment pour des clubs de première ligue, comme je l'ai dit plus tôt avec Todibo, qui font augmenter les enchères, bien évidemment. Lens demande donc 40 millions. 40 millions. Ce qui est marrant, c'est que c'est le même prix qu'il demandait en 2022 pour Seko Fofana, pour au final l'avoir vendu l'été dernier en Arabie Saoudite pour plus de 2 fois moins.
à savoir 18 millions d'euros hein, pour Seko Fofana. Donc ça me fait marrer, voilà, puisque après ça va venir chialer comme quoi le PSG ne met pas de sous dans le marché français. Bah ouais, mais les gars, à un moment donné, vous surcotez vos joueurs et au final vous vous retrouvez le cul entre deux chaises à devoir les refourguer à des solutions d'appoint hein, avec des chèques qui au final ne sont pas du tout maximisés. Même si pour cette fois, on ne peut pas parler de tarif PSG parce que les 40 millions, ils étaient valables pour le Bayern aussi. Voilà. Donc, bien sûr, encore une fois, moi, en fait, je crois au fait que les clubs français surcotent complètement leurs joueurs. Par contre, je crois un peu moins au tarif PSG. Voilà. À part peut-être sur Camavinga à l'époque en 2021, mais on sait aussi que pour lui, Leonardo n'aimait pas son agent et que donc en toute fin de mercato, il n'a pas voulu se pencher sur le joueur malgré le fait qu'Eduardo voulait venir au PSG initialement sur des transferts comme Bruno Guimaraes à Newcastle en 2022. Bon, on parle quand même de plus de 50 millions d'euros avec les bonus. Hein. Bon, c'est quand même très bien vendu de la part de Lyon à l'époque. Et je suis pas sûr qu'il y aurait eu un tarif PSG à ce moment-là, tu vois. Tchouaméni au Real, c'est pareil, c'est 80 millions en fait. Les clubs français réussissent à plutôt bien vendre, pas surcoter, mais bien vendre leurs joueurs à des clubs étrangers. Donc pourquoi ils sous-vendraient leurs joueurs au PSG? Bon bref, dans tous les cas, 40 millions pour Danso, bon, ça me fait un peu tiquer quand même, surtout encore pour l'été prochain, voilà. Parce que je pense que cette piste va revenir l'été prochain. Alors ensuite, il y a eu une piste Luis Enrique, à laquelle les supporters parisiens ont répondu de manière quasi unanime défavorablement, parce que bien sûr, ça a tout du joueur moyen qui n'excelle nulle part et qui au final est très difficile à refourguer. Je parle de Diego Llorente, donc qui est un défenseur. Hein. Leeds à l'époque avait mis un petit billet pour le faire venir de la Real Sociedad, si je ne dis pas de bêtises, c'était aux alentours de 20 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et donc ils l'ont prêté cette saison à la Roma, hein, qui a donc aujourd'hui une défense très amoindrie. Hein. La Roma, il faut savoir que aujourd'hui ils ont recruté donc un défenseur, ils en veulent un deuxième. Voilà. Ce qui peut-être ouvre la porte à un départ de Diego Llorente. Mais voilà, ils ont dans ce secteur beaucoup de problèmes, de blessures, de départs en compétition internationale. Et donc, Diego Llorente, il joue beaucoup depuis le début de la saison, ce qui est un avantage. Pour le mercato hivernal, il faut des joueurs qui ont du rythme, hein, qui sont capables de jouer tout de suite. Ça, c'est un vrai avantage qu'il a. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'il joue beaucoup dans une équipe qui est 8e de Serie A. Il crève pas l'écran. Bon, c'est sûr que c'est pas très sexy sur le papier. Donc il intéresse Luis Enrique qui l'avait convoqué à l'Euro 2020 quand il était sélectionneur espagnol. Hein, donc ça c'est selon l'équipe, Fabrice Hawkins, Relevo aussi, journal espagnol, voilà. Alors, il est droitier, mais il est plutôt bon des deux pieds. Et dans la défense à 3 de la Roma, il joue côté gauche aujourd'hui. Donc ça peut interroger dans le sens où dans ce secteur-là, on a Lucas Hernandez, Skriniar, Kimpembe, Danilo et Beraldo. Maintenant, comme je l'ai dit, il est droitier. Il peut évoluer axe droit. Voilà. Bon, à droite, il y a Marquinhos qui est un gros titulaire qui enchaîne. Mais voilà les petites interrogations qu'on peut se poser sur Diego Llorente. Alors, bien sûr, l'état de fait, enfin, le constat très dur du joueur qui est polyvalent, qui a certaines qualités mais qui n'excelle nulle part, il est à moitié vrai, voire complètement vrai. On n'a pas un joueur de classe mondiale. À 30 ans, à AS Roma, c'est sûr que bon, pas folichon. Par contre, je note de très belles qualités à la relance, voilà, de belles qualités de pied. Par exemple, il va aller fixer son vis-à-vis pour créer du temps et de l'espace au receveur. Ça, c'est quelque chose qu'on demande aux défenseurs de Luis Enrique. Il est capable d'alterner jeu court, jeu long. Voilà. Si tu lui demandes de ne pas faire de passe momole à son partenaire défenseur central ou à son gardien, c'est une consigne qu'il appliquera à merveille, hein, parce que c'est quelqu'un qui est capable de casser les lignes, de trouver des joueurs plus haut sur le terrain, de faire des renversements. Parfois, il y a aussi l'orientation du corps qui est très bonne hein, pour tromper son adversaire, pour faire des espèces de feintes, hein, orienter le corps vers le milieu et au final la passer au latéral ou vice-versa. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a un vrai défenseur pour relancer. Défensivement,
il peut se jeter bêtement. C'est un défenseur qui fait beaucoup de fautes aussi, mais ça veut dire qu'il joue pas mal de duels, qu'il n'a pas peur d'y aller, et que ce soit dans les airs ou au sol, il est plutôt bon sans plus. Il fait 1m86, donc évidemment dans les airs, il est pas dégueu. Par contre, il a un vrai défaut de vitesse qui en Ligue 1 pourrait faire mal face aux attaquants explosifs, rapides, que ce soit en matière de numéro 9 ou ailier. On a ce profil d'attaquant en Ligue 1. Et puis surtout au PSG où il faut couvrir des grands espaces. Voilà. Mais bon, cette solution, je dois dire que si on se le ferait prêter cet hiver, moi, bon, je vais faire un état des lieux général en fait. Bon, on a même tenté Upamecano. Ça m'a fait rigoler parce que encore une piste Kimmich Guimarães qui paraît assez irréaliste. Mais j'ai quand même l'impression qu'après Galtier, après Pochettino, et pour la première fois depuis Tourelle et Leonardo, j'ai l'impression qu'on a quand même retrouvé un entraîneur qui a quand même de l'ambition sur le mercato pour son équipe, qui donne des noms très sexy, avec des qualités très fortes. Alors après, ça se fait ou pas, mais qui a beaucoup d'ambition sur le mercato. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie bien évidemment. C'est le narratif avec Guimarães. Selon Jamel56, très belle source sur Twitter qu'on cite très souvent dans les vidéos, ça a même été confirmé par Fabrice Hawkins. Sur Guimarães, c'est Luis Enrique qui l'a demandé à sa direction, qui lui a répondu « Non, on n'a pas les fonds ». Donc ça me rassure quand même que Luis Enrique soit comme ça sur le mercato, hein, qu'il veuille faire de vrais bons qualitatifs dans son effectif, même si de l'autre côté, il accorde du crédit à une piste comme Diego Llorente. Il s'intéresse évidemment à ses compatriotes, hein, quand il dit à Carlos Soler qu'il veut le garder et qu'il a un rôle dans l'effectif. Bon, ça temporise un peu ce que je viens de dire. Hein, mais voilà. Et puis surtout, les pistes Guimarães et tout ça, c'est bien beau pour l'entraîneur de les soumettre à sa direction. Mais après, bon, encore faut-il que la direction et les compétences veuillent finir les dossiers. Et puis surtout, c'est aussi beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ce genre de transfert. Donc voilà. Concernant Guimarães, j'aimerais y revenir, c'est assez intéressant. Selon Marcelo Bechler, on s'est retiré par rapport à l'incertitude concernant Mbappé et le fair play financier. C'est justement pour ça que je comprends le fait que le PSG regarde la situation Mukiele qui touche donc plus de 8 millions par an en salaire. On sait très bien que le nouveau fair play financier, c'est axé sur la masse salariale, même si de l'autre côté, vous me direz, bon, cet été, on a donné, je pense, plus de 10 millions à 4 joueurs, à savoir Asensio, Skriniar, Dembélé et Lucas Hernandez. Colomani, il ne doit pas en être loin. Et derrière, bon, c'est des salaires qui devraient être corrects sur Gonzalo Ramos ou Garté. Je pense que là, c'est plus aberrant sur les commissions d'agents et tout ça. Bon, bref. Sacha Boey, alors selon Saber Defarge, pareil pour le poste de latéral droit, on piste Sacha Boey pour remplacer donc Nordi Mukiele. C'est le narratif qui est dans les médias, mais le problème c'est que Nordi, le match contre Revel, c'était son premier à ce poste-là, donc je vois pas pourquoi on devrait recruter un latéral droit pour remplacer Nordi alors qu'il n'y a pas joué jusque-là et que dans l'esprit de Luis Enrique, c'est Carlos Soler le remplaçant d'Hakimi. Alors il y a des médiatures qui ont annoncé un accord à 21 millions, ça a été très rapidement démenti par Fabrizio, mais selon Saber Defarge, on est bien intéressé. Alors Sacha Boey, 23 ans, originaire de Montreuil, donc évidemment grosse qualité sur le fait que ce soit un joueur formé en France. Quand tu fais partir Mukiele, qui lui aussi est formé en France pour les listes UEFA, la question se pose et donc le remplacer par Sacha Boey, ce serait très intéressant puisqu'il a été formé à Romainville, il est passé au Red Star, à Rennes, Dijon avant de partir donc au championnat turc. En termes de qualité, c'est un latéral droit qui a un bon coffre. C'est vrai qu'il enchaîne pas mal les courses, il s'arrête pas et c'est une qualité évidemment qui est la plus grande chez Achraf Hakimi, donc celle qui va le plus nous manquer. Après, c'est un profil plus défensif qu'offensif, hein. Il gère beaucoup mieux les 1 contre 1, les situations défensives où il faut anticiper, plutôt que offensivement, où techniquement, je trouve quelques petites interrogations, on va dire, sur la largeur de sa palette technique, voilà. Même si bien sûr il peut toujours progresser. Après, à 23 ans, pour lui, même s'il est supporter du PSG historiquement, pourquoi y venir pour faire les doublures, voilà. Et pareil, les joueurs qui viennent du championnat turc, bon, on parle quand même d'un joueur qui était à Rennes, un club qui est quand même pas mal surveillé. Je suis désolé, aujourd'hui, Kalimundo qui joue à Rennes est pisté par Francfort, un bon club pour les jeunes. Kamavinga est recruté par le Real Madrid. Enfin, Rennes, c'est un club qui est coté. Il y a beaucoup de scouts qui scrutent tout ce qui s'y passe.
pour qu'au final le joueur se retrouve au championnat turc, bon, ça met peut-être un peu la puce à l'oreille, hein, et pareil, hein, intrinsèquement, tout joueur qui vient du championnat turc, bon, je me méfie peut-être un petit peu. Et donc, pour revenir à la situation globale du club, limite, ne pas recruter de latéral droit cet hiver me convient en fait. Comme je l'ai dit, le PSG est le roi pour surpayer des joueurs moyens qui ne crèvent jamais l'écran, qui signent pour 5 ans, avec des salaires qui sont énormes, et qui au final n'apportent pas. Je pense que en fait, pour les 6 prochains mois, l'issue on la connaît. J'ai envie de faire un constat froid. On sera champion de Ligue 1 déjà. Donc ça, c'est le constat un peu tourné positif. On sera champion de Ligue 1. On va pas se mentir, voilà, on va gagner la Ligue 1. Donc ça, c'est déjà fait. On n'a pas besoin de se renforcer pour aller gagner la Ligue 1. Et en Ligue des Champions, allez, si on est optimiste, on passe en quart. Mais on sait très bien que si on tombe face à un gros Cador, que ce soit en quart ou en demi, parce qu'en quart, il y a la possibilité. Il y a la possibilité qu'en quart, on tombe encore une fois sur une équipe abordable, entre guillemets. Mais à partir du moment où on tombera contre un Cador, bon, je vois pas le PSG aller au bout de la Ligue des Champions et je vois pas surtout le mercato d'hiver changer l'effectif au point de changer vraiment la face de cette saison en fait. Donc pour moi, autant ne pas recruter, on connaît l'issue de la saison, et attendre l'été pour ouvrir les gros chantiers. On sait que sur Joshua Kimmich par exemple, ce sera beaucoup plus ouvert cet été. Voilà. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu t'embêtes pas avec le poste de latéral droit. Comme je l'ai dit, je l'ai développé dans la vidéo lundi, recruter un latéral droit, mais en fait, pour moi, dans ma tête, comme je disais au mois de novembre et décembre, en fait, ça me paraît plus logique de recruter un latéral gauche qu'un latéral droit. Il y a beaucoup plus de travail à faire sur ce côté gauche que sur ce côté droit, où Hakimi, déjà, je relativise l'absence d'Hakimi. Si au meilleur des cas, ou au pire, peu importe comment on le voit, il va en finale de Coupe d'Afrique des Nations, il reviendrait juste après le match aller contre la Real Sociedad, qu'il louperait, certes, mais au final, bon, à partir de là, cette vidéo, il louperait 5 matchs, Hakimi. Sachant qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout avancé pour le recrutement d'un latéral droit. On recruterait un latéral droit qui viendrait, allez, pour 3 matchs. Contre Brest, il y a Lille, et ensuite il y a la Real Sociedad. Et ensuite, après, t'enchaînes, hein, le mois de février va être dingue, mais Hakimi sera de retour. Tu as testé Warren à ce poste-là sur le mois de décembre. Nuno va revenir, ça va quand même t'apporter une grosse plus-value. Hein. Tu vas pouvoir, par exemple, mettre un profil plus défensif au poste de latéral droit pour mettre Nuno dans le rôle d'Hakimi actuellement. Donc vraiment, bon, je vois pas pourquoi on s'embêterait à recruter un latéral droit cet hiver si c'est pour prendre un joueur moyen. Ce que tu fais, c'est que tu prends Diego Llorente en prêt, ce qui peut être une bonne solution, comme j'ai dit, hein, qualité à la relance. Je trouve cette piste assez... Bien sûr, en transfert sec, non. Mais si tu peux te le faire prêter pour 6 mois, personnellement, je prends. Voilà. Tu te le ferais péter, tu te le fais prêter, tu vends Mukiele, donc il le remplace numériquement, tu vends Ekitike pour avoir des liquidités. Là, tu fais donc, allez, sur les deux, disons, 35-40 millions d'euros. Keylor Navas, fin de contrat dans 6 mois, ça va être difficile de s'en séparer, mais tu peux t'économiser ces 10 millions de salaire. Et au final, que ce soit en matière de liquidité ou de masse salariale, tu peux faire l'opération Guimarães, puisque tu peux payer la clause en 3 fois, soit 38 millions à sortir dès cet hiver. Voilà. Et là, tu fais un vrai bon qualitatif. Là, tu recrutes qu'un seul joueur, mais voilà. Là, ok, ton effectif est vraiment chamboulé. C'est pas la rotation, machin chouette. Surtout que le directeur général de Newcastle a pris la parole cet après-midi pour dire qu'ils allaient devoir vendre un joueur, n'importe lequel, pour se conformer aux règles financières anglaises. Ça peut être Isaac, ça peut être Bruno Guimarães. Bien sûr, alors en fait, Newcastle, il faut savoir qu'ils ont accusé 150 millions de livres de pertes sur les 2 dernières années. Alors que la règle, c'est 105 millions de pertes maximum sur les 3 dernières années. Ça, c'est la règle de la Première Ligue. Donc, évidemment, il va falloir renflouer les caisses. Je crois que sur les 150 millions, il n'y a pas les revenus de la phase de poule de Ligue des Champions qu'ils viennent de terminer. Bon, ils ont fini 4e. Évidemment, ce ne sera pas très élevé, mais c'est déjà ça. Mais je crois qu'ils ne sont pas inclus là-dedans. Si je dis pas de bêtises, hein, je ne suis pas très renseigné, je ne suis pas anglais, pardonnez-moi. Mais voilà, moi je me dis qu'il y a
sûrement, en fin de mercato, il y aura probablement la possibilité de faire ce dossier. C'est assez utopique, hein. Là, je devrais intituler cette vidéo « Le mercato parfait ». Je vends Mukiele, je vends Ekitike. Déjà, avec les deux, je pense que tu t'économises tout simplement le salaire de Guimarães. Ekitike, c'est 600 000 € par mois, et Mukiele, c'est 700 000. Bon, tu vas pas me dire que Guimarães, tu vas lui donner plus de 1,5 million par mois. 1 million, c'est déjà bien quand même. Et puis en termes de transfert, voilà, tu fais partir Ekitike. Oh, je pense que les Francfort, les Wolfsburg, les Wolverhampton, allez, 15-20 millions, ils prennent. Mukiele, pareil. Allez, avec le Bayern, tu les pousses jusqu'au... même si, voilà, tu fais 25, bon, allez, 20-25, allez. Et tu as tes liquidités pour faire l'opération Guimarães. Voilà, c'est tout, c'est la réalité. Et puis ensuite, il y a aussi... Alors, le fair play financier, donc ce qui filtre dans la presse, il a bon dos, le fair play financier. Moi, ça me fait marrer parce que à chaque fois, on nous dit le fair play financier quand on... À chaque fois qu'on cible un bon... De toute façon, à chaque fois qu'on cible un bon joueur, voilà, mais qu'il y a une coule sur le dossier, le club fait fuiter dans la presse que c'est le fair play financier. Mais par contre, pour mettre 90 patates sur Colomani, 80 sur Gonzalo Ramos, 60 sur Ugarte, qui sont tous les trois sur le banc aujourd'hui, ah là, il y a du monde. Là, il n'y a pas de fair play financier. Donc moi, ça me fait marrer. Et surtout, l'année prochaine, il faut savoir qu'en Ligue des Champions, on va jouer 2 matchs de poule en plus. 4 si on va en barrage. Sachant que les gars, bon, le fait que le PSG aille en barrage, vu comment on gère les phases de poule ces dernières années, je mets une petite pièce dessus. Donc, s'il ferait 4 matchs en plus, si on va en barrage. Surtout qu'en plus, les barrages sont faits pour que ce soit... Attends. Non, les barrages, par contre, c'est face enfin, ils sont faits pour que ce soit une grosse équipe contre une petite équipe. Donc, probablement, en barrage, on jouera une équipe pas très bien classée, puisque, bon, je vois mal le PSG être loin au classement, quand même. On sera au moins 10e, 11e du classement du nouveau format. Donc, ça fait 4 matchs en plus. C'est à prendre en compte, quand même, quand tu veux recruter Bruno Guimarães, surtout qu'en plus, pour moi... Ugarte et Guimarães peuvent jouer tous les deux au milieu de terrain. Hein, que ce soit Guimarães plus haut qu'Ugarte, ou inverse. Ou inverse. Voilà. Donc voilà. Et puis, ensuite, pour revenir sur le fait de l'absence d'Hakimi, pas recruté de latéral droit, moi j'ai plutôt confiance en l'équipe pour surpasser les absences. C'est-à-dire que contre l'OM, qui est quand même, je pense, le match le plus abouti du début de saison, hein, parce que bah, déjà au tableau d'affichage, il y a 4-0, c'est net sans bavure, tu gagnes sans Mbappé. Qui dès la 10e se blesse, sort au bout de la 30e, mais derrière, tu mets 3 buts sans lui. Ça veut dire quelque chose. À Dortmund, tu as l'absence de Dembélé. Pour se créer des occasions, c'est ton facteur X. Tu te crées autant d'occasions sans Dembélé. Je trouve qu'avec Luis Enrique, l'équipe dépasse beaucoup plus les individualités que les autres années. Et donc, en fait, bon, bah, les absents, moi, en fait, j'ai envie de les relativiser, les absences. Parce que la meilleure recrue de l'été, je ne cesse de le répéter, c'est Luis Enrique qui a à chaque fois réussi à faire... à mettre ses principes au-delà des joueurs, et donc le système les dépasse. Voilà. Et à chaque fois qu'on a un absent, eh bien, on réussit un petit peu à s'en sortir. Voilà. Donc, j'aimerais relativiser tout ça. Et donc, Llorente en prêt. Tu fais partir certains joueurs pour faire des liquidités. En fin de mercato, tu tentes le dossier, un gros joueur pour faire un vrai bon qualitatif. Là, oui, ok. Mais si c'est pour prendre un joueur, encore une fois, un peu mid, où tu fais un petit peu un espèce de panic buy, où tu vas à 30-40 millions d'euros pour un joueur que tu signes 5 ans, bon, on va se calmer. Pas très confiance en les capacités du PSG. Pour une fois, Nasser a dit en conférence de presse... Nasser, il a dit sur RMC, sur le dossier Marco Verratti, et ça c'est dans mes brouillons, on y reviendra dans une prochaine vidéo, il a dit sur le dossier Marco Verratti, j'ai fait des promesses à Luis Enrique quand je voulais le signer, je dois les tenir, j'ai dû les tenir au moment de faire partir Marco. En gros, c'est Luis Enrique qui voulait plus de Marco, donc j'ai exécuté. Donc le club a mis Marco pendant les 2 mois, là, au loft, entre guillemets, puisqu'il s'entraînait avec le groupe, mais il n'était pas sélectionné pour les matchs, et le club l'a refourgué au Qatar, la dernière des solutions, après la fin du mercato, alors qu'il aurait pu quand même viser un peu mieux. Donc Nasser a suivi son entraîneur là-dessus. J'aimerais bien qu'il le suive dans le sens inverse. Hein, pour faire partir une légende du club, un milieu qui, l'année dernière, quoi qu'on en dise, oui, c'était sa pire saison au club depuis qu'il a signé Marco Verratti, mais c'était le meilleur milieu de notre saison dernière, on va pas se mentir. Voilà. Donc Nasser a suivi son coach là-dessus. J'aimerais bien qu'il fasse de même
quand le coach demande 6 mois plus tard, ah bah mince, j'ai fait partir un milieu de classe mondiale. Ouais bah non, il m'en faudrait peut-être un quand même, hein, un milieu de classe mondiale, parce que là, ça fait peut-être un peu juste hein, de reposer sur un gamin de 17 ans qui a toujours pas le bac ni le permis. Donc bien évidemment, je compte gros sur Nasser, et puis surtout, le fair play financier machin chouette. Cette année, les gars, on va avoir le CVC qui vont nous verser comme ça 130 millions, chèque de 130 millions, d'accord. Et surtout, après l'été dernier, où il y a eu plus de 350 millions d'euros d'investis, le fair play financier, il ne faut plus me sortir cette excuse. Ciao les amis, prenez soin de vous et on se dit à demain ou après-demain pour une future vidéo. Ciao!